tous, bienvenue sur Monaco Info pour cette dernière édition de la semaine. Voici les titres qui font l'actualité en principauté. Nous ouvrirons ce journal avec la première installation de panneaux photovoltaïques dans une copropriété privée, une opération qui fait suite au lancement du cadastre solaire par la Mission pour la transition énergétique en juin 2017. La France et l'Europe face à un monde troublé, c'est le thème de la dernière conférence de Monaco Méditerranée Foundation qui avait pour invité l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine. Retour sur cette pièce qui vient d'être jouée au théâtre Princesse Grace, l'entretien de Monsieur Descartes avec Monsieur Pascal Jeune de Jean-Claude Briseville. Culture toujours avec la double exposition à la salle du quai Antoine Ier qui met à l'honneur l'être humain. Nous parlerons football et les enjeux de la prochaine rencontre de l'AS Monaco face à Angers. Et enfin, retrouver à la fin de ce journal notre invité du week-end qui est aujourd'hui Élodie Coucouy à l'occasion de la 6e rencontre monégasque du handicap qui aura lieu le 5 décembre prochain. Certains immeubles domaniaux en sont déjà équipés, mais c'est la première fois qu'une installation de panneaux photovoltaïques voit le jour dans une copropriété privée. Alexandra Pagny et Olivier Bonello ont assisté à la présentation officielle de ce nouveau dispositif en présence du prince Albert II. Alors comment fonctionne ce dispositif et quelles sont les mesures d'accompagnement? Éléments de réponse dans ce reportage. C'est sur le toit de l'immeuble Château Amiral qu'ont été installés près de 110 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Il s'agit de la toute première installation en principauté au sein d'une copropriété privée. Ce projet s'inscrit dans la mise en œuvre d'une politique de mesures incitatives du gouvernement visant depuis 2014 à favoriser ce type d'installation sur le territoire monégasque. C'est également la suite logique du lancement en juin 2017 du cadastre solaire par la Mission pour la transition énergétique. C'est un travail collectif entre d'une part le gouvernement qui met en place des outils, vous l'avez cité, le site Cadastre solaire qui permet à toute personne intéressée par le sujet de regarder sa toiture et de voir combien elle pourrait produire d'électricité. C'est aussi des subventions qui permettent de rentabiliser et d'inciter à mettre en place ce type d'installation. Mais bon, ça c'est les outils du gouvernement, mais il faut aussi la volonté des copropriétés, des copropriétaires, des syndics de se mettre au travail. Et puis il faut aussi dans l'équipe un opérateur. Ici c'est la SMEG qui a travaillé pour monter le projet, faire les dossiers administratifs, faire le dossier technique, exploiter. Et donc c'est toutes ces énergies qui sont mises ensemble qui permettent de sortir des projets et ça montre bien qu'avec un travail collectif, on va aller vers la transition énergétique de la principauté. La SMEG est en charge d'installer ces panneaux solaires et dans ce cas, 20% de la surface totale du toit de l'immeuble ont été investis. Ce sont des panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire qu'ils convertissent directement la lumière solaire en électricité. L'électricité est recueillie à l'arrière des panneaux par des petits onduleurs qui transforment cette électricité en courant continu, comme celle d'une pile, en électricité exploitable directement par les occupants de l'immeuble. L'électricité est réinjectée dans les colonnes montantes de l'immeuble et répartie aux occupants de l'immeuble qui la consomment directement. Le montant de la valeur de l'électricité produite est reversé aux copropriétaires. Une telle installation a pour ambition de compenser une partie des consommations de l'immeuble, ce qui représente environ la puissance utilisée par les parties communes en journée. Une dizaine d'autres dossiers sont déjà actés, comme celui du Grimaldi Forum, qui verra la réalisation de plus de 2400 m² de panneaux solaires. Dans le cadre de son cycle de conférences, Monaco Méditerranée Foundation a reçu Hubert Védrine, diplomate et homme politique français. La conférence s'est déroulée à la salle Belle Époque à l'hôtel Hermitage. Le thème de son intervention était « La France et l'Europe face à un monde troublé », le reportage de Dominique Poulain. 19 ans au cœur du pouvoir, Hubert Védrine a été conseiller diplomatique du président François Mitterrand, secrétaire général de la présidence de la République et ministre des Affaires étrangères du gouvernement Jospin. À l'invitation de Monaco Méditerranée Foundation, il donne une conférence sur la France et l'Europe face à un monde troublé. Une Europe mal en point, en crise de confiance, dans un monde pas forcément idéal. Tout le monde voit que le monde est troublé. Tout le monde voit que le monde ne ressemble pas encore à ce que les Européens notamment avaient espéré après la fin de l'Union soviétique, c'est-à-dire une communauté internationale.
c'est un terme qu'on emploie tout le temps, mais qui est tout à fait prématuré. Là, il y a un système multilatéral, naturellement. Il y a l'ONU, il y a l'OMC, il y a le G20, il y a beaucoup d'organismes, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce sens. Mais si vous prenez les peuples du monde, quasiment 200 pays, ils ont des points de vue différents, ils n'ont pas peur des mêmes choses, ils n'ont pas les mêmes espérances, ils sont souvent en contradiction. Donc il y a tout un travail gigantesque à faire pour transformer tout ça un jour en une vraie communauté. C'est vrai sur le plan géopolitique, c'est vrai sur le plan des idées, c'est vrai sur le plan de la sécurité. Et en plus, dans ce monde-là, il y a d'abord une sorte de compte à rebours démographique, puisque la population de l'Europe diminue, la population des autres augmente, la position de l'Afrique explose. Après, vous avez le compte à rebours écologique, et je ne pense pas qu'au climat, mais à tout le reste. Vous avez le choc numérique, dont on ne sait pas très bien jusqu'à quel point ça va bouleverser les relations internationales et donc les décisions d'intérêt général qu'il faut prendre. Donc ça fait beaucoup de choses en même temps. Et dans ce monde-là, les Occidentaux, en plus, s'aperçoivent maintenant, enfin, qu'ils ont perdu le monopole de la puissance. Autre constat, les élites ignorent les peuples. La bureaucratie de Bruxelles produit des réglementations abusives et parfois arrogantes et méprisantes. Moi, je pense depuis des années, j'ai écrit ça dans un essai l'an dernier qui s'appelait « Sauver l'Europe », que le vrai problème pour l'Europe, c'est pas tellement les menaces externes, en fait. C'est le fait que les peuples décrochent. Et si on regarde le projet européen proprement dit, il n'est pas soutenu par une majorité de gens, hein, sauf dans un tout petit nombre de pays peut-être. Mais en majorité, vous avez des anti-européens, ou alors des simples sceptiques, qui ne sont pas contre, mais qui n'y croient plus beaucoup. Beaucoup de gens déçus par des tas de promesses faites, non tenues. Et puis tous les allergiques. Tous ceux auxquels pense Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, quand il dit courageusement d'ailleurs, nous avons eu tort de réglementer à outrance. Donc il faut commencer par rétablir un lien de confiance entre les peuples d'Europe et les dirigeants, les élites. Alors pas les anti-européens qui sont idéologiques et qui ne bougeront pas, mais ils sont minoritaires. Si on ne laisse pas se conjuguer les anti-européens et les simples, disons, allergiques, voyez, on retrouve une majorité dans l'autre sens pour avancer. Donc il y a tout un travail énorme que les Européens doivent faire sur eux-mêmes. Monaco Mediterranee Foundation propose depuis 3 ans un cycle de conférences consacrées aux enjeux sociétaux du XXIe siècle. Un mot sur la pièce qui vient de se jouer au théâtre Princesse Grace, l'entretien de Monsieur Descartes avec Monsieur Pascal Jeune, une pièce de Jean-Claude Briseville qui imagine l'entretien historique entre les deux philosophes. Reportage. C'était le 24 septembre 1647. Les deux philosophes les plus célèbres de leur temps, René Descartes et Blaise Pascal, se rencontraient à Paris. D'un côté, un savant déjà renommé, de l'autre, un jeune prodige. De cet entretien, très peu de choses ont filtré. Dans cette pièce de Jean-Claude Briseville, l'écrivain a imaginé librement cette conversation entre deux hommes qui se découvrent progressivement à l'opposé l'un de l'autre. Je crois qu'il a voulu montrer avant tout une sorte de partage du monde. D'un côté Pascal, le croyant, de l'autre côté Descartes, le rationaliste que nous connaissons. Mais c'est pas aussi simple que ça. Parce que finalement, celui qui doute le plus, c'est Pascal, et celui qui a le plus foi en la raison, en le progrès, l'avenir, c'est Descartes. Donc en fait, le croyant n'est pas forcément celui qu'on croit. Mais ce qu'il a voulu montrer, donc c'était ça d'une part, et puis c'est montrer, je crois, que c'est une chose qui est en chacun de nous. Même si nous ne sommes pas croyants, admettons, eh bien, il y a en nous une part Pascal et une part Descartes. Être libre de ne rien faire. Ah, monsieur, le loisir, quel bonheur, le loisir. J'aime plus que tout ne rien faire. Apparemment, pas tout le moins. Il n'y avait pas d'enregistrement, pas de témoignage. On sait une chose, c'est que Pascal, de l'avis de certains proches, aurait dit de Descartes, René Descartes, à l'issue de l'entretien, inutile et incertain. Donc manifestement un rendez-vous difficile entre les deux protagonistes. L'humour et la profondeur se côtoient dans cette pièce dont les conversations et les réflexions sont toujours d'actualité. Daniel et William Mesguich ont déjà joué cette pièce ensemble plus de 300 fois. Plus que des représentations, ce spectacle permet au père et au fils de partager un moment complice sur les planches. C'était un moment de complicité, de force comme ça entre nous.
Comme ça, je le surveille. Voilà, il me surveille un petit peu. Non, effectivement, il est aussi... c'est une véritable composition à deux. Il y a quelque chose qui nous lie. Évidemment, je vois Daniel comme un véritable comédien, mais aussi comme mon père, même si sur scène, il n'est pas question de père et de fils. Il y a une complicité, il y a quelque chose qui est plus fort que peut-être avec d'autres comédiens, évidemment. Daniel et William Mesguich devraient poursuivre l'aventure brisevillienne. En janvier, ils s'attaqueront à un autre texte de l'auteur, Le Souper, qui revient sur une autre rencontre, celle de deux figures politiques du XIXe siècle, Talleyrand et Fouché. Coup de projecteur à présent sur cette double exposition qui vient d'ouvrir ses portes à la salle du quai Antoine Ier. Elle met à l'honneur l'être humain. Alexandra Pagny vous en dit plus. Être humain. Cette année, le comité national monégasque de l'AIAP questionne ses artistes autour de l'homme, l'humanité et l'avenir de notre société. 41 artistes ont été sélectionnés par un jury de curateurs, galeristes, critiques et collectionneurs d'art. Les visions des artistes sont toujours intéressantes parce que justement c'est des choses auxquelles on ne s'attend pas forcément. C'est pas forcément aussi construit que peut l'être la pensée d'un philosophe ou d'un scientifique, bien évidemment. Mais justement il y a quelque chose, il y a une étincelle, une fulgurance comme ça qu'on espère en tout cas dans certaines œuvres pour re-questionner ce thème et voir les choses différemment peut-être. Sculpture, dessin, autoportrait, photographie, souhaitant délivrer un message ou simplement être le témoin d'une transformation de notre société. Il y a des choses très intéressantes, par exemple des photos d'une jeune femme qui est elle-même artiste au sein de notre comité, qui a produit une œuvre qui est très intéressante et qui est aussi représentée elle-même sur une photo parce qu'il lui est arrivé un problème de santé assez grave, vous le verrez dans l'exposition, et elle met en avant son corps et sa mutilation, on peut dire. Donc c'est très courageux et ça montre justement l'humanité qu'elle a et qu'on peut avoir, le regard humain qu'on peut avoir par rapport à ça. Habituellement, cette exposition annuelle du comité s'accompagnait de la présentation d'œuvres d'artistes invités. Cette fois-ci, ils ont choisi de proposer au public de nouveau le projet qui avait vu le jour en 2016, Post-Human, et élaboré par Giacinto Fermentini. 80 artistes de 18 nationalités devaient envoyer par la poste une œuvre de format A4. Les œuvres ont ensuite été reproduites en impression LuxArt pour être affichées toutes ensemble. Ces deux expositions sont à découvrir à la salle d'exposition du quai Antoine Ier jusqu'au 17 décembre. Football, samedi à 20h, l'AS Monaco reçoit Angers pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Après 3 matchs sans victoire en championnat, les hommes de Leonardo Jardim doivent absolument relever la tête. Le reportage de Frédéric Elion. 3 défaites d'affilée, toutes compétitions confondues. Monaco n'avait plus connu ça depuis le 13 décembre 2009, une éternité. Crucifié dans le temps additionnel à Nantes, une mauvaise habitude après les points lâchés à Montpellier et Lyon dans les toutes dernières secondes de la rencontre. Les Monégasques doivent réagir samedi soir face à Angers pour enrayer cette spirale négative. Toujours après la défaite, nous attendons une réaction. Ça c'est le plus important parce que le foot il va vite. Le foot aussi... Il a période que les choses pas marchent. Il a besoin de comprendre un peu ça et travailler pour changer la dynamique. Je pense qu'un peu tout, un peu l'action, les buts, la dynamique, la fluidité de l'équipe et un peu la confiance. C'est comme ça. Quand on a perdu 3 matchs, c'est comme ça. C'est une situation qui n'est pas bonne pour nous, pour les supporters, pour nos équipes. Et on est conscient de cette situation-là. Et bien, on devait faire fort, nous ensemble, toute l'équipe ensemble, pour aller à l'avant et faire oublier cette situation-là. 19e au classement, Angers est en plein doute et reste sur 4 défaites et 2 nuls en championnat. Mais méfiance, à l'extérieur, les Angevins sont la 5e meilleure équipe de Ligue 1 avec 2 victoires et 5 nuls en 8 matchs. Angers, c'est une équipe que cette année a un peu plus de difficultés.
Mais à notre maison, ils vont essayer de jouer la vie, jouer avec l'agressivité, qu'ils sont une équipe très agressive, avec intensité. Et nous, besoin de faire la même chose pour l'attitude. Et aussi, et avec la qualité, essayer faire jouer meilleur et gagner les matchs. Lemar, Jovetic, Tillmans, Radji ou encore Adama Traoré sont forfaits. L'occasion pour certains de se montrer, comme Kevin Endoram, très bon à Nantes. Et nous avons rejoint notre invité du week-end. Il s'agit aujourd'hui d'Élodie Coucouy de la division de l'inclusion sociale et du handicap. Merci de nous recevoir. Je vous en prie. Ensemble, nous allons revenir sur la 6e rencontre monégasque du handicap. Elle aura lieu le mardi 5 décembre au lycée technique et hôtelier. Tout d'abord, est-ce que l'on peut revenir sur l'objectif de ces rencontres ? Donc l'objectif de ces rencontres, donc, ce sont des rencontres qui ont été créées en 2012. Donc l'objectif premier est bien sûr d'informer et de sensibiliser la population monégasque sur la question du handicap, mais aussi et surtout de permettre à la fois aux personnes handicapées, à leurs familles, aux associations et aux partenaires publics, privés, aux autorités, de pouvoir se rencontrer et échanger sur cette question. Alors, est-ce qu'il y aura un thème cette année ? Quels sont les invités de cette 6e édition ? Oui, donc cette année, effectivement, le thème sera une présentation de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, puisque Monaco vient juste au mois de septembre de ratifier cette convention. Donc il nous semblait important de pouvoir présenter ce texte à portée internationale à l'ensemble de la principauté, d'une manière qui soit tout à fait accessible pour tous. Et donc pour ce faire, nous aurons la chance d'avoir une conférencière experte sur ce thème, Madame Marie-Josée Schmitt, qui présentera la convention. Alors à chaque fois, ces rencontres ont toujours eu un large succès. On se rappelle en 2012, le thème des premières rencontres qui était l'insertion professionnelle. Tout à fait. C'est une belle évolution qu'a connue cet événement. Tout à fait, oui. Alors nous essayons chaque année de proposer des supports différents. Donc nous avons sur certaines rencontres privilégié le thème de conférence. Nous avons également mené une journée de sensibilisation à destination des scolaires en partenariat avec l'école des Révoirs qui avait remporté un franc succès et d'ailleurs qui a aussi permis de pérenniser cette sensibilisation sous forme d'ateliers maintenant reconduits chaque année. Donc chaque année, nous avons tous les élèves de l'école des Révoirs qui sont sensibilisés au handicap et avec la participation de personnes handicapées. Depuis aussi, il y a eu la loi handicap en 2014 et puis la création de votre division en 2016. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la DICH ? Quelles sont ses missions, ses objectifs, l'équipe qui la compose ? Bien sûr. Donc effectivement, la division de l'inclusion sociale et du handicap a été créée au mois de janvier 2016, dans le cadre également de la création de la direction de l'action et de l'aide sociale. Donc vraiment la création de cette division au sein d'une direction sociale était une volonté forte du gouvernement d'affirmer ce changement de paradigme, c'est-à-dire une conception du handicap et de l'accompagnement de la personne en situation de handicap, non pas au travers d'une vision strictement médicale, mais sur une approche qui est vraiment fondée sur les droits de l'homme. Cette division a des actions sur 2 volets, alors que ce soit au niveau d'action globale en matière d'accessibilité, en matière d'information et de sensibilisation au handicap, mais également et surtout un accompagnement individualisé de la personne handicapée, mineure ou majeure, dans tous les domaines de sa vie et en fonction de ses besoins et de ses demandes, bien entendu. Donc aussi bien sur le plan de la scolarisation, sur le plan du logement, de la vie quotidienne, de l'insertion professionnelle et des loisirs. Vous travaillez également en partenariat avec des associations monégasques, on pense à la MAPI, à Amorepsi. Tout à fait.
Donc pour le partenariat, bien entendu, nous avons la chance en principauté d'avoir plusieurs associations qui jouent un rôle très actif et depuis de nombreuses années sur cette question du handicap. Donc vous avez cité l'AMAPI, vous avez cité Damorepsi. Il y a également Monaco Disease Power, l'association des handicapés moteurs. Nous travaillons également en étroite collaboration avec les autres directions du gouvernement. Donc je pense notamment, bien entendu, à la direction de l'action sanitaire, mais aussi la direction de l'éducation nationale et la direction, par exemple, de l'aménagement urbain pour toute la question de l'accessibilité. Donc voilà. Au niveau de notre division est composée essentiellement de travailleurs sociaux, d'assistantes sociales et d'éducateurs spécialisés, également d'un administrateur principal qui est principalement chargé des questions d'accessibilité et bien sûr d'un secrétariat et de moi-même, sans oublier 54 auxiliaires de vie scolaire qui sont rattachés à notre division et affectés donc, dans les établissements de la principauté. Merci beaucoup Élodie Coucouy. On rappelle ce rendez-vous donc mardi 5 décembre au lycée technique et hôtelier de Monaco. On le rappelle que l'événement est vraiment ouvert à tous. Bien sûr, bien sûr. L'événement est ouvert à tous et je le rappelle sera accessible à tous, c'est-à-dire nous aurons un interprète en langue des signes pour les personnes sourdes. Il y a également différents supports de mise en place. La convention elle-même sera distribuée sous forme de différents formats, donc en version facile à lire et à comprendre. Nous avons également des versions en braille, des versions pour les enfants. Et l'intervention même de la conférencière a été pensée afin qu'elle puisse être vraiment accessible pour l'ensemble des participants. Parfait. Le rendez-vous est donné. On se quitte avec les prévisions météo pour les prochains jours. Merci beaucoup. Samedi 2, un temps très hivernal, avec une pluie froide le matin, des tendances orageuses pendant plusieurs heures, un ciel un peu moins chargé l'après-midi, mais beaucoup de vent avec des rafales, température comprise entre 7 et 10 degrés. Dimanche, amélioration du temps sans grand réchauffement, du soleil et quelques nuages. Lundi 4, une belle journée en perspective, ciel bleu et des nuages isolés, comptés jusqu'à 12 degrés pour les maximales. Mardi, nuages côtiers sans pluie, ils laisseront leur place à de belles apparitions du soleil pendant la journée. Mercredi 6, un temps plus sec, assez ensoleillé, les minimales 9 degrés, maximales 14 degrés.